Et je donne la parole à son Excellence Monsieur Song Kim, chef de la délégation de la République populaire démocratique de Corée. 의장 선생, 사무총장 선생, 각국 대표. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les représentants, permettez-moi d'entrée de jeu de vous féliciter, Monsieur Philemon Yang, pour votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Je suis sûr que sous votre magistrat houlette, cette session sera couronnée de succès. Monsieur le Président, la session en cours de l'Assemblée générale de l'ONU se rassemble à un moment où l'existence et le développement de l'humanité font face à de graves crises et des défis sans précédent. Des conflits armés, des effusions de sang se poursuivent sans relâche dans plusieurs régions du monde. La situation à Gaza se poursuit depuis près d'un an et coûte la vie à des dizaines de milliers de civils innocents, crée la plus grave crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et pour couronner le tout, les conditions climatiques anormales telles que température élevée extrême, sécheresse, pluie torrentielle et inondations continuent de se détériorer et de causer des pertes humaines et matérielles massives, s'accompagnant de problèmes tels que crise alimentaire, énergétique, chômage, pauvreté, inégalité sociale. En outre, les affrontements, la formation de blocs et l'unilatéralisme prévalent. L'esprit de coopération, l'unité, le multilatéralisme. Ceci crée des obstacles afin de sortir des crises internationales. Par conséquent, j'espère de ce débat, suivant la lettre et l'esprit, qu'il serve comme une occasion unique de dépasser ces défis et ces crises qui menacent l'existence humaine et le développement, qu'il serve à défendre le système multilatéral avec en son cœur l'ONU, à promouvoir la paix et le progrès pour les générations actuelles et futures. Monsieur le Président, il est important que chaque État membre de l'ONU s'acquitte de sa responsabilité en vue de dépasser les crises actuelles et de promouvoir le progrès social ainsi qu'un meilleur niveau de vie tel que le consacre la charte de l'ONU. Partant de là, j'aimerais rappeler la position de principe du gouvernement de la RPDC et ses efforts en vue de parvenir à un développement socio-économique, à défendre la paix et la stabilité à l'échelle régionale et à réaliser la justice internationale. Aujourd'hui, le monde doit relever de nombreux défis et la RPDC ne fait pas exception. Toutefois, nous enregistrons des accomplissements précieux dans les domaines socio-économiques grâce à la ligne correcte suivie par le gouvernement et la mise en œuvre cohérente. Tout d'abord, le gouvernement de la RPDC a pour politique d'État primaire de continuer d'offrir aux enfants scolarisés des fournitures essentielles, des produits laitiers sur les deniers de l'État. C'est dans le cadre de l'exécution stricte des politiques que cela se fait. Et nous avons vu une amélioration considérable de la qualité de l'éducation pour les enfants. Nous nous efforçons également d'arriver à un développement durable de notre économie nationale. La tendance de croissance se poursuit dans plusieurs domaines tels que l'industrie légère, l'agriculture, et des accomplissements remarquables sont enregistrés en matière de promotion de la protection sociale, y compris la mise à disposition de logements gratuits à tous les résidents de zones urbaines et rurales. En particulier, le gouvernement de la RPDC a récemment adopté une politique pour le développement régional et prête une attention particulière à sa mise en œuvre dans la pratique. La politique développement régional du gouvernement de la RPDC vise à apporter des améliorations historiques en renforçant les normes sociales, économiques, matérielles et culturelles, en comblant les lacunes entre la capitale et la province, entre zones urbaines et rurales. Nous cherchons à développer également tous les secteurs et les régions du pays de manière équilibrée et simultanée dans l'espace de 10 ans. Et ceci sera la contribution active de la RPDC à la réalisation des ODD, du développement durable pour toutes et tous, garantissant que personne ne soit laissé de côté. La politique développement régional de la RPDC
est assurée de sa faisabilité. Elle est fondée sur une précision, une justesse scientifique. En l'espace de 10 ans, vous serez témoin d'évolution complète, de changement dans la RPDC. Monsieur le Président, ce développement social et économique subventionné n'a jamais pu se faire dans un environnement pacifique et normal du point de vue sécuritaire. Un environnement pacifique et stable nous est très cher. Nous aspirons bien sûr au développement et à la prospérité de l'État. Et pourtant, des menaces sécuritaires nous sont imposées de l'extérieur et elles augmentent au fil du temps. L'an dernier, à partir de cette tribune même, je vous expliquais la situation dans la péninsule coréenne qui est au bord d'un conflit nucléaire. Une année s'est écoulée depuis lors. Aujourd'hui, la situation sécuritaire de la péninsule coréenne est assez différente et elle devient de plus en plus inquiétante. Depuis le début de cette année, les États-Unis et ses alliés ont mis en scène des exercices militaires conjoints successifs avec plusieurs noms de code tels que Freedom Shield, Freedom Edge, exercices aériens conjoints à proximité de l'RPDC. Ceci ne fait qu'exacerber les tensions de l'atmosphère hostile dans la région. Encore plus grave, le fait que la machine de guerre nucléaire anti-RBDC a mis sur pied un groupe consultatif. Tout est orchestré par les États-Unis et la République de Corée l'an dernier. Il est maintenant complètement opérationnel et a procédé à des exercices de simulation de guerre nucléaire organisés pour mettre en pratique des tentatives de recours à l'arme nucléaire contre la RPDC. Et à ces exercices viennent se joindre des membres de l'OTAN, une force extérieure à la région et membre d'un bloc militaire exclusif. Ils renforcent la coopération militaire avec les États-Unis et la République de Corée, abusant du panneau et des signes de commandement ONU qui auraient dû être démantelés il y a des décennies conformément à la résolution de l'Assemblée générale. Ils ne font qu'attiser les affrontements militaires et continuent de déployer des navires de guerre et des aéronefs dans la région sensible de la péninsule coréenne. En plus de cela, ils nous accusent de menacer la paix et la stabilité de la région et au-delà avec des armes nucléaires. Mais je vous demande, qui a développé et utilisé des armes nucléaires contre l'humanité pour la première fois dans l'histoire de l'humanité? Qui a introduit les armes nucléaires dans la péninsule coréenne ce dernier siècle et a posé une menace nucléaire pour la RPDC au cours du siècle écoulé? Mais qui donc vous demande parle sans hésiter de la fin d'un régime, d'un État souverain et maintient son recours en premier aux armes nucléaires contre la RPDC comme politique nationale? Ce n'est pas la détention par la RPDC d'armes nucléaires qui rend les États-Unis hostiles envers nous. La vérité est que l'hostilité des États-Unis et la menace nucléaire envers la RPDC depuis 70 ans nous oblige à prendre une décision historique, à savoir nous doter d'armes nucléaires. Nos armes nucléaires ont été conçues, existent uniquement pour nous défendre. Toute mention de menace nucléaire, dès lors, ne fait que prouver une hostilité à l'encontre de la RPDC. La situation sécuritaire de la péninsule coréenne devient de plus en plus compliquée au fil des générations, à moins que les États-Unis et ses alliés ne changent de cap et renoncent à leur nature agressive et aux affrontements. Dans ces circonstances, la RPDC tient à procéder à un exercice indispensable d'exercice de droit souverain pour maintenir sa force et sa puissance et défendre ses intérêts de sécurité nationale et garantir la paix. La situation dans la péninsule coréenne n'est pas une situation de guerre, même si elle est caractérisée par une extrême tension. Elle est totalement attribuable à la dissuasion, politique de dissuasion du pays, ce qui aide à éviter toute menace d'agression et maintenir un équilibre des pouvoirs dans la région. Par conséquent, nous allons continuer d'augmenter nos capacités de dissuasion de guerre. C'est non seulement notre obligation d'assurer la sécurité nationale, mais également notre mission de maintenir la paix et la sécurité dans la région et au-delà. Le camarade Kim Jong-un, président des affaires d'État de la RPDC, a dit qu'il fallait choisir soit le dialogue, soit l'affrontement. Et nous allons aller au-delà et nous préparer complètement à un affrontement.
c'est le résultat de l'examen et des conclusions tirées de 30 ans de relations États-Unis-RPDC, a-t-il dit. En matière de défense légitime, un droit légitime de tout État souverain, nous n'allons jamais arriver au point de non-retour. En matière de prestige national, nous n'allons jamais négocier avec quiconque cherche à assujettir le peuple coréen. Quelle que soit la personne qui accède au pouvoir aux États-Unis, nous traiterons uniquement avec l'entité étatique appelée les États-Unis, non pas un gouvernement. De la même manière, tout gouvernement des États-Unis aura à faire face à la RPDC. Et ce n'est pas ce que pensaient les États-Unis jusqu'ici. Monsieur le Président, comme politique extérieure étrangère invariable RPDC, notre gouvernement se fait un champion de la justice et la paix. Il aspire au progrès et au développement, à promouvoir l'amitié et la solidarité. Et c'est ce que nous retirons également de la charte de l'ONU. Partant de cette perspective, le gouvernement de la RPDC s'affirme résolument opposé aux actes cherchant à diviser les États sur le théâtre international en divisant deux camps, et s'oppose à tout deux poids, deux mesures, aux intérêts hégémoniques qui perturbent la paix et la stabilité. Aujourd'hui, plusieurs facteurs font obstruction à la réalisation des ODD, parmi lesquels la domination, le caractère arbitraire, les deux poids, deux mesures des États-Unis et certains membres de l'ONU. Depuis octobre de l'an dernier, nous assistons à un massacre indiscriminé par les autorités israéliennes, qui a coûté la vie à 40 000 civils palestiniens dans la bande de Gaza, y compris de nombreux enfants et femmes. Et ceci a exposé une nation à son extinction totale. L'ONU existe afin de prévenir la résurgence du fléau de la guerre qui a causé des souffrances indicibles à l'humanité. Il est regrettable, déplorable et honteux de voir que de tels actes contre l'humanité persistent après un an. Et il est difficile d'imaginer qu'un seul État jouisse d'une totale immunité et ne soit soumis à aucune censure, aucune sanction après avoir commis de tels actes et un massacre abject. Et cela est dû complètement à la protection des États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont opposé un droit de veto résolution du Conseil de sécurité pour amener la paix au Moyen-Orient à 5 occasions, passant outre les souhaits de la communauté internationale de voir ce nettoyage ethnique cesser. Voilà comment les États-Unis contribuent au discrédit de l'autorité de l'ONU et incitent à un crime contre l'humanité. Et pourtant, les États-Unis continuent de crier menaces et provocations dans un cadre d'exercice légitime du droit d'autodéfense par un État souverain qui n'a causé de préjudice à personne. Pour ce qui est de la situation en Ukraine, qui se prolonge depuis 3 ans, eh bien, les États-Unis et les pays occidentaux y contribuent, ils transfèrent la responsabilité vers d'autres pays, et c'est le résultat d'une expansion vers l'Est de l'OTAN et de la mise à disposition de sommes astronomiques à leurs alliés. La raison expliquant les invectives proférées par les États-Unis à notre rencontre concernant le développement normal de relations entre d'autres pays consiste en fait à revendiquer leur soutien militaire et leur politique dénuée de tout principe qui consiste à appuyer un allié, à justifier la formation d'alliances militaires à l'échelle mondiale. En fait, la justice ou l'injustice mesure à l'aune de l'allégeance ou non d'un pays aux États-Unis. Les Nations Unies sont utilisées à des fins politiques pour un pays individuel, une réalité qui ne devrait plus être tolérée ou permise. De nouveau, j'exprime de sérieuses préoccupations et dénonce fermement le fait que la paix et la sécurité dans plusieurs parties du monde soient sous menace. L'esprit de la charte de l'ONU est vilifié et nous assistons à une domination, assujettissement arbitraire d'un seul État permanent du Conseil de sécurité qui est arrogant. Mes condoléances aux victimes palestiniennes du génocide israélien, à leurs familles endeuillées et notre soutien et solidarité au peuple syrien dans leur lutte pour récupérer le plateau du Golan et sauvegarder l'intégrité territoriale. Monsieur le Président, la réforme
du régime de gouvernance mondiale actuel doit être redirigé vers une plus grande impartialité, équité et justice. Les Nations Unies doivent retrouver leur image sacrée et adhérer complètement au principe d'égalité souveraine, non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, impartialité, objectivité, et éliminer toute domination, assujettissement et caractère arbitraire ou de poids, deux mesures dans ces pratiques activités, conformément aux buts et principes consacrés par la Charte de l'ONU. Monsieur le Président, un monde juste, pacifique, prospère continue d'être le souhait de la RPDC. C'est la position de la RPDC qui est immuable. Nous continuerons de redoubler d'efforts positifs sur la voie de l'indépendance contre l'impérialisme, toujours fondé sur le respect de la souveraineté, non-ingérence dans les affaires intérieures, l'égalité et l'intérêt mutuel, ainsi qu'un nouvel ordre international. La RPDC coopérera également à l'avenir avec tous les pays et nations qui s'opposent et rejettent l'agression, l'ingérence, la domination, l'assujettissement et qui aspirent à l'indépendance et la justice. Dépassant toute différence d'idées ou de systèmes, nous allons également procéder à des échanges et une coopération diversifiée avec différents pays qui respectent notre pays et qui adoptent une attitude amicale envers nous. Délégation à la République populaire démocratique de Corée.